Imaginez une île japonaise où la nuit n'apporte pas la paix, mais une véritable horreur. Voici Amami Oshima, une île gouvernée par les serpents abus. En 1980, ces créatures venimeuses ont mordu environ 400 personnes, laissant derrière elles une traînée de douleur et de mort. Mais pourquoi les abus inspiraient-ils tant de peur? Les serpents abus ne sont pas de simples serpents. Ce sont de véritables monstres du monde des serpents, proches parents des crotales et des vipères. Ils appartiennent à la famille des vipères orientales, dont les cousins incluent les serpents corail et les cobras. Imaginez une créature dont la morsure pourrait être fatale en seulement quelques heures. Multipliez maintenant cette peur par des milliers de serpents cachés dans l'obscurité. Pendant longtemps, faire face aux morsures de tabus était un cauchemar pour les habitants locaux. Un antidote existait, mais il ne pouvait pas être stocké dans les régions montagneuses éloignées sans électricité. Et c'est là que survenait la majorité des morsures. C'était une course contre la montre, où chaque minute pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les autorités japonaises se retrouvaient dans une position difficile. Comment protéger les gens de cette menace invisible? Construire des lignes électriques dans les montagnes? Cela prendrait des années et coûterait une fortune. Développer un nouvel antidote? Même problème, et il n'y avait aucune garantie que cela fonctionne. Puis, quelqu'un eut une idée brillante. Et si un ennemi naturel des serpents était introduit sur l'île? Un animal capable non seulement de chasser les abus, mais aussi de survivre à leurs morsures. Cela ressemblait à un plan de sauvetage digne d'un film hollywoodien. Bien sûr, le choix s'est porté sur les mangoustes. Ces prédateurs agiles sont connus pour leur capacité à résister au venin des serpents. La nature leur a fourni des récepteurs d'acétylcholine spéciaux qui les rendent moins sensibles au venin de cobra. Et les cobras sont des proches parents des abus. Une combinaison parfaite, n'est-ce pas? En 1979, seulement 30 mangoustes ont été amenés à Amami Oshima. De petits mais courageux combattant dans la lutte contre les serpents. Le problème semblait résolu. Les habitants de l'île pouvaient respirer un soupir de soulagement, espérant qu'ils pourraient bientôt marcher sur leur terre sans crainte de tomber sur un serpent mortel. Mais la nature adore nous surprendre. Quelques années passèrent, et il devint évident que quelque chose n'allait pas. Les mangoustes s'étaient effectivement multipliés, mais le nombre de morsures de serpents n'avait pas du tout diminué. Que s'est-il passé? La réponse était ridiculement simple, mais tout aussi choquante. Les mangoustes et les abus se croisaient simplement à des moments différents. Il s'avère que les mangoustes sont des animaux diurnes, tandis que les abus chassent la nuit. Ils vivaient littéralement dans des zones temporelles différentes sur la même île. Mais si les mangoustes ne chassaient pas les serpents, que faisaient-elles? Elles ont trouvé autre chose à faire, et les conséquences se sont avérées encore plus catastrophiques pour l'écosystème local. Les mangoustes ont commencé à chasser les animaux locaux, dont beaucoup n'étaient pas prêts à l'apparition d'un nouveau prédateur. Parmi les victimes se trouvait le lapin tamami, un fossile vivant que l'on trouve uniquement sur 2 petites îles japonaises. Quelle tristesse! Des millions d'années d'évolution, et finalement, il est devenu le dîner d'un invité indésirable. C'est comme si un dinosaure apparaissait soudainement dans le monde moderne et chassait les chats domestiques. En 1993, l'impact des mangoustes était devenu si évident que le ministère de l'Environnement a tiré la sonnette d'alarme. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. En 2000, la population de mangoustes sur l'île a atteint son apogée avec 10 000 individus. Le petit groupe s'était rapidement transformé en une horde incontrôlable. Une catastrophe écologique se déroulait sous les yeux de tous. Environ 15 espèces endémiques sont actuellement menacées d'extinction. Parmi elles, on trouvait non seulement des lapins, mais aussi des oiseaux rares et de petits mammifères. Imaginez un monde unique, formé au cours de milliers d'années d'isolement, s'effondrer soudainement à cause d'une décision irréfléchie. Mais les problèmes ne s'arrêtèrent pas là. Les mangoustes, insatisfaites de la nature sauvage, ont commencé à envahir les fermes. Ils chassaient la volaille, mangeaient les fruits des champs et, pire encore, propageaient des maladies dangereuses. Les agriculteurs se retrouvaient dans une situation désespérée, voyant ces petites pestes détruire le fruit de leur travail. Les autorités japonaises ont compris qu'elles devaient agir, et vite. En 2000, une véritable guerre contre les mangoustes a commencé. Une équipe spéciale a été créée, les chasseurs de mangoustes d'Amami, on dirait le titre d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Mais c'était la dure réalité. L'opération d'extermination des mangoustes ressemblait à une campagne militaire. Tous les moyens disponibles ont été utilisés, des pièges sophistiqués aux chiens renifleurs spécialement entraînés. Mais les mangoustes se sont révélées être des adversaires redoutables. Elles étaient intelligentes, rapides et bien adaptées à leur environnement. La bataille a duré près d'un quart de siècle. Imaginez, toute une génération a grandi sur une île où chasser les mangoustes faisait partie du quotidien.
Les enfants nés au début de l'opération ont grandi et rejoint la lutte contre les espèces invasives. Les méthodes pour combattre les mangoustes n'ont cessé d'évoluer. Au début, on se contentait de poser des pièges le long des rues, mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Ensuite, des techniques plus complexes ont été utilisées. Des appâts empoisonnés, des attractifs, des substances qui attirent les animaux par leur odeur. Même des chiens spécialement entraînés ont été mobilisés. Une attention particulière a été accordée à la conception des pièges. Ils ont été conçus spécifiquement pour les mangoustes, en prenant en compte leur taille et leur morphologie. Ainsi, d'autres animaux pouvaient éviter de se faire prendre au piège. Et puis, en 2024, une nouvelle incroyable a été annoncée. Les mangoustes d'Amami-Oshima étaient complètement éteintes. C'était la première victoire contre une population de mangoustes sur une si grande île. Le triomphe de la persévérance humaine sur les erreurs du passé. Et les serpents venimeux alors? Fait surprenant, en 2020, le nombre de morsures de habus avait chuté à 60 par an. Et cela n'était pas dû aux mangoustes, mais à un meilleur accès aux antidotes et à d'autres mesures de protection. Ironie du sort, le problème qui avait conduit à l'introduction des mangoustes s'était presque résolu de lui-même. Depuis 1992, aucun cas de décès d'un résident local à cause d'une morsure de habus n'a été enregistré. C'est une véritable avancée dans la médecine et les interventions d'urgence. Les habitants d'Amami-Oshima peuvent désormais se sentir plus en sécurité, bien qu'ils doivent rester vigilants. L'histoire d'Amami-Oshima est loin d'être un cas isolé. Les mangoustes terrorisent les écosystèmes du monde entier. Souvenons-nous d'Hawaï, où des mangoustes ont été introduites dans les années 1880 pour lutter contre les rats dans les plantations de canne à sucre. Résultat, une catastrophe écologique, la menace d'extinction de nombreuses espèces d'oiseaux locales et un échec total dans la lutte contre les rats. La situation à Hawaï était encore pire qu'au Japon. Non seulement les mangoustes n'ont pas pu contrôler les rats, mais elles ont également causé l'extinction d'au moins 8 espèces d'oiseaux en danger. Des espèces entières, créations uniques de la nature, ont disparu à jamais à cause d'une seule décision irréfléchie. Ou encore la Jamaïque, où une véritable épidémie de tiques a éclaté après l'introduction des mangoustes en 1872. Et pourquoi? Parce que les mangoustes avaient exterminé les oiseaux et les reptiles qui maintenaient autrefois la population d'insectes sous contrôle. Imaginez l'effet domino dans la nature, où une seule erreur entraîne une cascade de conséquences imprévisibles. Il a fallu longtemps aux colons britanniques en Jamaïque pour comprendre ce qui se passait. Ils se plaignaient de l'invasion des tiques, mais les autorités insistaient sur le fait que l'équilibre de la nature se rétablirait de lui-même. Malheureusement, la nature ne s'est pas montrée aussi indulgente face aux erreurs humaines. Heureusement, l'histoire des mangoustes n'a pas toujours été synonyme de destruction. Par exemple, les anciens Égyptiens gardaient des mangoustes comme animaux de compagnie. Une représentation unique d'un homme menant une mangouste en laisse a été découverte dans une tombe datant de 4000 ans. Ils utilisaient peut-être ces animaux pour chasser les oiseaux ou contrôler les rongeurs. Qui sait, peut-être que les humains et les mangoustes vivaient ensemble de manière plus harmonieuse à cette époque. Fait intéressant, les mangoustes n'ont jamais été complètement domestiquées au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Elles n'ont pas été élevées de manière contrôlée comme les chiens ou les chats. Cependant, dans certaines cultures, elles étaient gardées comme animaux de compagnie, principalement pour lutter contre les nuisibles. Revenons au présent, l'expérience d'Amami-Oshima n'a pas été vaine pour le Japon. Ces leçons sont désormais appliquées à Okinawa, où les mangoustes posent également un problème. Mais ici, la situation est encore plus compliquée. Okinawa est plus proche de l'habitat naturel de la mangouste, ce qui en fait une menace encore plus grande pour la faune locale. Les mangoustes ont été introduites à Okinawa en 1910, environ 70 ans avant leur arrivée à Amami-Oshima. Seulement 17 animaux ont été relâchés, mais cela a suffi à provoquer un désastre écologique. Les températures plus chaudes et la proximité de l'habitat naturel des mangoustes ont fait de l'île un terrain idéal pour leur reproduction. À Okinawa, des clôtures spéciales ont été construites pour contenir les mangoustes. Ces clôtures sont de véritables chefs-d'œuvre technologiques. Elles ne sont pas très hautes, mais elles ont une base en forme de L qui empêche les mangoustes de creuser des tunnels en dessous. Imaginez, de petits prédateurs arrêtés par une simple courbure dans le métal. Fait intéressant, les mangoustes d'Okinawa ne menacent pas seulement la faune locale, mais aussi 3 espèces d'oiseaux endémiques. Ces oiseaux ont survécu à des typhons et à d'autres catastrophes naturelles pendant des milliers d'années, mais ils étaient sans défense face à de petits envahisseurs venus du continent. La lutte contre les mangoustes à Okinawa continue aujourd'hui. Grâce aux clôtures installées, leur population diminue progressivement, mais la victoire complète est encore loin. Les autorités ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas permettre aux mangoustes d'Okinawa d'envahir à nouveau Amami-Oshima, sinon il faudrait tout recommencer. Imaginez maintenant une toute autre histoire avec des mangoustes.
Au Sri Lanka, il fut un temps où l'on décida de former ces animaux pour détecter des substances interdites. Oui, vous avez bien entendu, la police des mangoustes. Le projet a même reçu une subvention de 50 000 $ du ministère des Affaires étrangères du pays. L'idée semblait révolutionnaire. Le plan était d'utiliser les mangoustes pour inspecter les conteneurs de transport. Les animaux étaient relâchés dans un conteneur rempli de pièces automobiles, et lorsqu'ils remarquaient quelque chose de suspect, ils sortaient avec leur queue ébouriffée. Les expériences ont montré que les mangoustes peuvent effectivement être entraînés pour ce type de travail, et les premiers résultats étaient très prometteurs. Même le Zoo national du Sri Lanka a participé, mettant ses installations à disposition pour les expériences. Un entraîneur spécial a été engagé et un programme de formation a été développé. Les mangoustes sont devenus de petits détectives poilus, sautant entre les boîtes à la recherche de contrebande. Le Sri Lanka semblait être à l'aube d'une révolution dans le contrôle douanier. La police des mangoustes pourrait être une véritable sensation et changer les règles de la lutte contre le trafic de drogue. Mais, comme c'est souvent le cas avec des projets innovants, la réalité a pris le dessus. Un changement de leadership dans le pays, des bouleversements politiques, et le projet ambitieux a été oublié. Les mangoustes ne sont jamais devenus une partie du système d'application de la loi au Sri Lanka. Aujourd'hui, l'histoire de la police des mangoustes semble être une anecdote amusante du passé. Mais qui sait, si le projet avait continué, nous aurions peut-être vu ces petits animaux agiles dans des postes de douane partout dans le monde. Mais l'histoire a pris un autre chemin, et il ne nous reste que le souvenir d'une idée inhabituelle et du potentiel inexploité de nos petits amis poilus.